Comment prendre une douche de bivouac, notamment quand on n'est pas à côté d'une rivière, d'un lac, ou quand on n'a pas une douche en dur à portée de main? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Concrètement, on a besoin juste de l'eau, par exemple celle que j'ai dans mon camelback juste ici. On va avoir besoin également d'un petit peu de savon, bio de préférence, une serviette microfibre pour être bien léger. Et c'est tout, c'est parti, on y va. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La douche de bivouac, c'est une question très importante, surtout pour les randonneurs qui partent en autonomie et qui choisissent de ne pas dormir toutes les nuits en refuge, etc. Donc ça va nécessiter du bivouac, et le bivouac, on ne plante pas toujours dans un endroit de rêve. Bon, concrètement, avant de commencer et voir exactement comment on va prendre notre douche ensemble, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner pour avoir plus de vidéos, plus de contenu sur le terme de la randonnée, du trek, du bivouac, du matériel, etc. etc. Alors concrètement, non seulement on va prendre une douche de bivouac ensemble, mais en plus je vais te présenter ma recette de 30 centilitres d'eau. Une douche de bivouac avec seulement 30 centilitres d'eau. 30 centilitres d'eau, c'est pas beaucoup, c'est un verre et demi ou 2 verres. Et en fait, avec l'année et demie que j'ai passé en cumulé dans ma vie sur les sentiers, donc en trek, en autonomie totale, ça commence à faire quelques centaines de douches que j'ai prises et j'ai amélioré ma technique concrètement pour utiliser le moins possible d'eau uniquement avec le matériel dont je viens de te parler, c'est-à-dire savon, serviette microfibre et j'utilise l'eau du camelback, on va voir pourquoi juste après, je trouve que c'est super pratique. C'est une petite astuce en plus que je vais apporter, que je vais partager dans cette recette. Alors concrètement, souvent on part effectivement en randonnée en montagne, que ce soit sur un GR5 alpin, GR10 pyrénéen, enfin n'importe. Et beaucoup en montagne, très souvent on a beaucoup de points d'eau. Parce qu'il y a beaucoup de sources, beaucoup de torrents, voire des lacs de montagne, etc. Donc ça c'est une aide, on va dire, pour toujours avoir un stock d'eau intéressant sur soi. Surtout que l'eau, en l'occurrence, dans la montagne, plus elle est proche de la source, moins elle est polluée. On va faire un tout petit passage sur l'eau, la purification de l'eau, avant de se lancer dans la douche de bivouac. Il ne s'agit pas de se doucher avec n'importe quoi non plus. Donc on fait un tout petit passage là-dessus. Oui, il y a de l'eau partout en montagne. Et concrètement, je filtre toute mon eau, que ce soit celle que je consomme ou celle avec laquelle je me douche. Au moins sur les zones essentielles du corps, on y revient juste après sur les endroits à privilégier pour la douche et à privilégier avec de l'eau purifiée. Alors concrètement, plus une eau est proche de sa source, plus elle est pure, donc moins elle a pu être polluée par ce qui se passe à la surface. Mais quand on est en montagne, dans la zone des estives, il y a beaucoup de troupeaux de moutons typiquement, voire de chèvres ou de vaches, ça dépend dans quelle région, dans quelle de nos belles régions tu te trouves. Et du coup, le bétail, ça chie, ça pisse, ça meurt, donc il y a des cadavres, etc. Et c'est la plus grosse source de pollution des eaux. En plus des randonneurs maintenant, qui sont de plus en plus nombreux à pratiquer la montagne. Donc même quand tu vois un petit torrent, typiquement, l'eau peut être polluée. Quand j'ai traversé la Scandinavie, pour l'anecdote, quand j'ai traversé les 3000 km de Scandinavie dans les Alpes scandinaves, j'ai vu alors, là-bas, c'est ni du chèvre, ni de la chèvre, ni du mouton, ni de la vache, c'est du renne. Et des carcasses de rennes à moitié crevées, à moitié pourries plutôt, à moitié décomposées, juste dans les petits ruisseaux, les parfaits ruisseaux dans lesquels j'aurais été boire une minute avant, j'en ai vu pas mal. Donc, plus tu pratiques la montagne, plus tu vois qu'effectivement les eaux ne sont pas toujours clean. Le risque, t'ingères de l'eau polluée, et puis c'est infection, donc c'est vomissement, c'est diarrhée, c'est fièvre, c'est malade, c'est pas cool, etc. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Pour se laver, c'est moins grave, sauf dans les endroits de muqueuses. Concrètement, le visage avec la bouche, le nez et le sexe. Sur les autres parties du corps, dans la mesure où tu n'as pas de blessure, alors effectivement pour économiser de l'eau, ou du moins de l'eau purifiée, on peut utiliser de l'eau de source classique, c'est moins bien, mais c'est plus envisageable. Alors pour purifier mon eau, comment je fais ? Concrètement, moi je suis complètement tombé amoureux de mon filtre mini de chez Sawyer. C'est un truc de ouf. Quand ce filtre est arrivé sur le marché, c'est un filtre à c'est un nanofiltre. Quand il est arrivé sur le marché, en fait, il a fait un gros buzz. C'est il y a quelques années déjà, mais il y est encore, donc c'est que ce produit est vraiment terrible. Il a une autonomie en eau de 375 000 litres, presque 400 000 litres. C'est-à-dire que tu peux partir en trek quelques jours, quelques mois, il pourra toujours te servir pour purifier ton eau.
En plus de cela, il pèse 57 grammes. Avec tout le matos, 65, mais tu vas voir, c'est pas forcément obligatoire de le garder. Donc pour purifier mon eau avant de prendre ma douche, j'utilise mon filtre et concrètement, il est livré avec sa petite pochette. Donc je mets ma petite pochette de plastique souple dans le rivière. Ensuite, on vient visser ici. On ouvre et là, deux possibilités. Soit tu bois directement, l'eau est purifiée en sortie de filtre, soit je presse mon petit récipient pour remplir mon camelbag, ma gourde, le récipient avec lequel je consomme mon eau, etc. Donc il est vraiment exceptionnel. En clair, je ne pars plus en expé sans lui. Et pour purifier ma peau, pour me laver, pour ma douche de bivouac, au moins les zones essentielles du corps, visage, sexe, eh ben, j'utilise mon filtre. D'ailleurs, tu pourras le commander auprès de mon partenaire dans le lien qui est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Maintenant que on a notre eau purifiée, eh ben c'est parti, on y va. L'idéal, je reviens là-dessus, ce serait effectivement quand même de pouvoir planter son bivouac près d'un lac ou d'une rivière. Parce que déjà, c'est un charme tellement énorme. C'est comme être au pied d'une belle montagne, tu vois. C'est charmant, c'est beau. Et quand tu commences à randonner en couple, en amoureux, pouvoir planter la tente au bord d'un lac, d'une petite rivière avec le glou-glou de l'eau, c'est extrêmement romantique. Tout ça est très charmant. Et effectivement, il y a beaucoup de randonneurs même qui se fixent comme objectif, quand on fait un GR en montagne, eh bien de systématiquement planter le bivouac à côté d'un endroit formidable comme ça pour jouir de paysage de l'endroit où on est. Alors, c'est très bien. Moi, je ne fais pas ça quand je marche seul, par exemple. La seule contrainte que j'accepte quand je pars marcher seul, c'est la contrainte de mon corps. Donc, que je peux marcher, je marche. Et quand je commence à être fatigué, alors attention, ça, c'est pas pour les débutants, c'est pas pour tout le monde. Quand je suis fatigué, alors je commence à me mettre en recherche d'un lieu de bivouac. Attention quand même, en montagne, effectivement, c'est pas adapté aux débutants ce genre de pratique parce que il faut, avec l'altitude surtout, ne pas dormir au sein. Il faut surtout, en cas de risque d'orage, c'est-à-dire souvent en période estivale, il faut redescendre et plutôt privilégier de planter le bivouac plus bas et pas sur les sommets. Et dans les hauts dénivelés, là-haut en général, il y a beaucoup de caillasses, donc il faut faire attention quand même. Mais en clair, quand je pars, la seule contrainte que je me fixe, c'est pas de pouvoir jouir d'un petit lac ou d'une rivière pour me doucher, c'est en fonction de ce que peut marcher mon corps. En sachant que je suis capable, avec la préparation physique que j'ai, du programme de préparation physique que j'ai conçu et que je partage d'ailleurs sur mon site, je suis capable de marcher 40 km par jour. Et en haute montagne, je suis capable de faire plusieurs semaines consécutives, 35 km par jour avec 1800 mètres de D+. Donc j'ai une capacité physique à pouvoir, même s'il faut faire quelques kilomètres de plus pour aller trouver le bivouac, de le faire. À nouveau, c'est pas pour tout le monde. Donc, au lieu de me dire, il faut que je dorme ici, à ce petit lac sympa, il faut que je dorme là, près de cette petite rivière sympa, ça c'est une contrainte. Et une contrainte, c'est pas le fait uniquement psychologique de se dire je me mets une contrainte. La contrainte, c'est de se dire que des fois, on va faire une toute petite journée de marche pour atteindre cet endroit de rêve. A l'inverse, s'il faut pousser loin, on va faire une grosse journée de marche au-delà de ce que peut faire notre corps. Et typiquement, c'est là qu'on se blesse. Alors, pour ne pas avoir de contraintes, il faut toujours avoir, à partir de la fin d'après-midi, suffisamment d'eau pour faire et la douche du bivouac et la popote du soir, si tu utilises de l'eau pour en faire, et pour pouvoir s'hydrater toute la nuit. Fin de journée et nuit, c'est une grande période de réhydratation du corps en termes de cycle. Alors comment on va faire? On va prendre notre savon bio. Alors l'idéal, c'est mon savon bio préféré, même si j'en ai plus aujourd'hui, c'est le savon d'Alep, il est extraordinaire, mais tout savon bio, vraiment bio, sera sympa à utiliser. Bon, il me reste encore 2 petits morceaux de savon bio qu'on va utiliser aujourd'hui. Une petite serviette microfibre. Là, c'est même pas une serviette, tu vois, c'est une espèce de lingette, là, je sais pas comment, je connais même pas le nom commercial de ce truc-là. Et de l'eau. Et moi, je vais utiliser mon camelbag. Et on va voir pourquoi dans un instant. Même si on utilise du savon bio, pour être respectueux à 100% de la nature, à nouveau une petite parenthèse sur comment faire pour bien respecter. On prend de l'eau claire, on va se savonner, et même si on se savonne avec un savon bio, lorsque l'on va se rincer, l'eau va retourner, l'eau souillée avec notre crasse. Bon, à la limite, c'est pas trop grave.
Elle en a vu d'autres, l'eau. Et notre crasse et les résidus de savon. Et ça, c'est un peu moins cool parce qu'un savon, même s'il est bio, n'a rien à foutre dans les eaux pures, de haute montagne, etc. Donc pour pouvoir bien respecter la nature et notamment les eaux, je t'invite en fait à toujours te rincer loin, à plusieurs mètres de la source d'eau. Par exemple, imaginons quand même que ce soir on a réussi à trouver un lac ou une rivière de ouf. On prend la douche dedans, c'est extraordinaire. Je mouille à l'intérieur de l'eau, puis je sors avec un contenant avec de l'eau, je me savonne à l'extérieur, je me rince à l'extérieur, comme ça l'eau avec tous les résidus de savon va s'écouler dans les végétaux, être filtrée par le système racinaire avant de retourner à l'eau. Ce qui fait qu'elle est filtrée, elle est clean, presque à 100%, mais plus tu t'éloignes, plusieurs mètres de végétation, c'est déjà intéressant pour filtrer la majorité des résidus de savon que tu vas utiliser. Donc petite distance de rinçage pour respecter les eaux. D'ailleurs je parle de savon d'Alep, mais c'est pas que mon savon. Le savon d'Alep c'est un produit extraordinaire, c'est mon savon, c'est mon shampoing, c'est mon dentifrice, c'est mon liquide vaisselle, c'est ma lessive, c'est absolument tout pour l'hygiène en un seul morceau, donc ça économise de la place et ça économise du poids également, ce qui est très important quand on part en autonomie pour pas prendre tout et n'importe quoi dans son sac non plus. Alors maintenant qu'on sait comment on va procéder pour le rinçage et avant qu'on prenne notre douche ensemble, ah ben voilà, 2 derniers points. Qu'est-ce qu'on va laver? Quand tu te douches avec un minimum d'eau et quand je me douche avec 30 centilitres d'eau, eh ben, je ne lave que les 5 points essentiels de mon corps. Alors parlons clairement, hein, se laver tous les jours l'intégralité du corps, c'est pas de l'hygiène, c'est de la convenance sociale. Parce que dans une société occidentale, sédentaire, la moindre odeur de sueur est prise pour de la crasse. Donc se laver tous les jours intégralement, c'est une histoire c'est une histoire sociale et pas hygiénique. Se laver les 5 points essentiels du corps en randonnée, c'est largement suffisant pour maintenir l'hygiène, du moins sur un jour ou plusieurs jours, entre 2 petites rivières de ouf, ou 2 douches, ou 2 lacs pour faire une douche intégrale. Donc je ne me lave pas l'intégralité du corps tous les jours. Et plus tu randonnes dans le froid, plus tu vas être d'accord avec moi. Les 5 points essentiels du corps. Quand j'arrive au bivouac, je me lave les mains dans un premier temps. Les mains, ça touche à tout, c'est l'endroit le plus dégueulasse du corps humain. C'est là qu'il y a le plus de germes, de microbes, de je sais pas quoi. Donc en premier lieu, je me lave les mains. Ensuite, je me lave les dents, l'intérieur de la bouche. Ensuite, on va se laver le visage, puis le sexe, puis les pieds, qui sont les 5 points essentiels. Les mains, c'est ce qui touche à tout, c'est le plus sale. Le visage, il y a les muqueuses, les entrées, donc c'est un endroit particulièrement important à maintenir propre, surtout que pendant les randonnées, parfois les conditions d'hygiène se détériorent un petit peu. La bouche, je te fais pas un dessin, une rage de dents à 3 jours de marche du premier hôpital, tu vas t'en souvenir, hein, crois-moi, c'est pas rigolo. Le sexe, il faut maintenir une bonne hygiène. Dans des conditions d'hygiène dégradées, avec de l'humidité, il peut assez facilement développer une mycose et c'est pas très rigolo non plus. Pareil pour les pieds, ça développe plus facilement, d'ailleurs comme tout le corps, hein, les irritations en cas de mauvaise hygiène et puis également les mycoses. Et je te parle même pas des odeurs quand t'enlèves tes chaussettes le soir dans la tente. Vaut mieux se laver les pieds avant, c'est quand même beaucoup plus sympa pour toi et pour les gens qui t'entourent si tu pars randonner à plusieurs. Alors 5 points essentiels plus les zones à risque. Qu'est-ce que j'appelle les zones à risque? J'en ai parlé un tout petit peu. Les irritations. Pour ceux qui ne connaissent pas les irritations, c'est quand 2 parties de la peau frottent. Ça chauffe, ça rougit, ça s'irrite, ça fait des micro-lésions à l'intérieur, ça devient tout rouge, parfois ça saigne, parfois ça suinte du pus. Dans tous les cas, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. C'est une douleur vive. Quand on t'ouvre la peau, ça fait une douleur très vive. Ajoute à cela un petit peu de sueur bien acide, puis de la sueur séchée qui dépose des cristals de sel qui vient frotter ta plaie. Ah, c'est la joie assurée. Donc, typiquement, où est-ce qu'elles arrivent, ces irritations? Elles arrivent sous les bras, derrière les coudes, sous les seins, entre les fesses, entre les cuisses, au niveau du sexe, derrière les genoux également, en clair, là où il y a 2 parties de ton corps qui frottent. Et quand on marche, le corps bouge en permanence, ça frotte en permanence. Alors ça, le mieux pour les blessures, c'est de les éviter. Donc c'est de connaître les signes avant-coureurs et de bien connaître son corps pour les éviter avant qu'elles n'arrivent. Ça t'évite des niveaux de douleur abjects. L'irritation, hein. J'ai vu des trekkers s'arrêter plusieurs jours à un ravitaillement, à un camping, avant de pouvoir repartir tellement la douleur est vive. Les irritations, j'ai vu des gens abandonner des randos motif irritation.
surtout là où ça fait mal, si tu vois ce que je veux dire. Et j'en connais même un qui s'est définitivement dégoûté de la rando suite à une irritation entre les cuisses au niveau du sexe, parce qu'effectivement le niveau de douleur c'est waouh, c'est terrible. Moi-même j'en ai eu quand je suis parti marcher mon Paris Cap Nord, et vraiment c'est pas rigolo effectivement. C'est une douleur. Ah, ça te pourrit la joie. On vient de la montagne, pardon, dans la nature pour marcher. Ouais, marcher c'est cool, mais on est là pour passer un bon moment. Et quand à chaque pas, aïe, aïe, t'as mal d'une douleur vive, oh, vraiment à éviter. Donc les irritations, plus tu vas connaître ton corps, plus tu vas commencer à connaître les petites douleurs aux endroits où ça va commencer, plus tu vas pouvoir t'arrêter tôt. Dans tous les cas, tout ce qui est irrité, il faut le laver. Il faut une hygiène parfaite avec ça. Donc on lave tous les jours à la douche de bivouac les 5 points essentiels plus les zones à risque, là où tu penses que commence à venir une irritation. Et s'il y en a une irritation, il faut aussi la laver abondamment tous les jours. Sinon ça s'empire concrètement. D'ailleurs, toute cette histoire de blessures là dont je suis en train de te parler, les irritations, c'est comme les entorses, c'est comme les chutes, c'est comme toutes les blessures, les douleurs articulaires, etc., musculaires, c'est comme tout. Le mieux, c'est de les anticiper. Et pour ça, il faut savoir reconnaître les symptômes. Et concrètement, c'est ce qu'on fait en permanence dans le pack de préparation au trek, la formation que j'ai créée pour condenser toute mon expérience de trek, tout ce qu'il y a à savoir sur le trek au format de formation vidéo. Eh bien, que faire quand une blessure commence à arriver? Il y a des bonnes solutions pour ne pas qu'elle s'empire. Et ça change la vie, crois-moi. Ça change la vie en randonnée. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a à voir avant. Maintenant, c'est parti, on y va. On part pour faire la douche. Allez, tout le monde à poil. Et c'est parti, on y va, on prend la douche. Alors typiquement, ça va commencer avec un truc qui va plaire ou pas, concrètement. J'adore le camelback, en fait, pour prendre ma douche, parce que ça va me permettre de venir prendre l'eau à la bouche, la maintenir dans ma bouche, ce qui fait qu'elle va devenir d'ailleurs un petit peu plus chaude, elle va gagner plusieurs degrés instantanément. Ça, c'est la petite astuce pour les frileuses et les frileux. Et ensuite, je vais alors soit la cracher sur les endroits de mon corps à laver, soit dans mes mains jointes pour venir le visage. Et concrètement, t'imagines bien que sur cette vidéo, pour pas me faire striker sur tous les réseaux sociaux, on va évidemment pas tous laver ensemble, on va chacun garder sa petite intimité quand même, mais on va se laver le visage. Donc concrètement, grâce à la pipette, j'ai un récipient d'eau qui est toujours fermé, toujours sécurisé. Tu vois, la pipette quand elle est ouverte, quand on la retourne, ça ne fuit pas. C'est toujours tout près de moi dans mon dos. Donc c'est pas la gourdasse qui est ouverte et puis que tu shootes dedans avec un coup de pied et ça y est, toute ton eau se barre. Donc pour économiser l'eau jusqu'à la dernière goutte et être pragmatique, j'adore me doucher avec le camelback. Ensuite, je le mets dans mes mains jointes, je perds toujours pas une seule goutte d'eau et voilà. Là, j'ai bien humidifié mon visage, concrètement. Donc deuxième étape, on va savonner. Là, je suis dans une pâture à moutons. Donc le premier ruisseau, il est à la première source, elle est à 500 mètres juste derrière nous, là-bas. Donc on va certainement pas la polluer. On savonne. Ça sent bon, putain, après une journée de marche, on a sué 3 litres de sueur aujourd'hui. En portant un sac lourd dans la montagne, on en a chié, on pue de partout. Quand tu commences à sentir à nouveau l'odeur du propre autour de ton visage, c'est un moment vraiment délicieux ça. Et voilà, t'as compris le principe, on fait ça avec le reste de nos points essentiels du corps. À nouveau les 5 points essentiels du corps, t'as vu j'ai commencé par les mains. Faut se brosser les dents, mais on le fera après manger. Le visage, le sexe et les pieds, dans cet ordre-là de préférence. Je préfère me laver les mains pour pouvoir laver mon corps avec des mains propres. Je préfère laver mon visage, qui est l'endroit le plus propre, le plus sensible, avec des mains clean. Et après, on part en bas, le sexe, puis les pieds, qui sont l'endroit statistiquement le plus crade, en fait, du randonneur. Donc on va finir la douche du bivouac par les pieds, bien sûr. Et bien voilà, maintenant tu sais comment faire une douche du bivouac en utilisant 30 centilitres d'eau. Alors maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. Maintenant que voilà, on a vu quand et comment prendre une douche de bivouac, 30 centilitres d'eau, ça suffit. Alors ça vient avec l'expérience. Au début,
de mes grandes randonnées, j'utilisais avec 50, puis 40, et puis je suis arrivé en fait à un stade où je dépense maximum, hein, 30 centilitres d'eau par douche de bivouac. Peut-être qu'avec l'expérience, eh bien, je descendrai encore plus bas, on verra. D'ailleurs, si toi aussi tu as une astuce de douche économique que l'on peut faire partout, par tout temps, parce que ça je le fais dans le sas de ma tente, même quand il pleut à l'extérieur, ça marche aussi, eh bien, je suis preneur, n'hésite pas à mettre dans les commentaires comment tu fais toi pour prendre ta douche, quelles sont tes astuces. Je sais qu'il y en a qui arrivent à se doucher avec beaucoup moins de 30 centilitres d'eau, mais avec certains accessoires. Moi, pour en donner léger, être minimaliste sur le matos, je n'ai qu'un savon d'Alep, ma serviette microfibre que je prendrai dans tous les cas, et mon camelback que je porte dans tous les cas pour porter mon dos. Donc je ne me rajoute aucune charge de matériel supplémentaire spécifique à la douche. Mais comment toi tu te douches? Dis-nous un petit peu ça. Et maintenant pour finir, et après. Parce qu'on peut se dire, oui David c'est bien, ben voilà, on a appris à se doucher avec 30 centilitres d'eau, mais après, quand je vais rentrer chez moi, est-ce que je vais continuer à aller me foutre dans la forêt pour me doucher avec 30 centilitres d'eau, etc., etc. Non, bien sûr que non. Ça, effectivement, moi, ça fait, je suis parti marcher 15 000 km, pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup encore ces dernières années. Et quand je suis revenu à la civilisation, je me suis sédentarisé. Ça fait près d'1 an que j'habite dans un appartement, avec une douche en dur, je me douche en dur. Par contre, quand tu reviens d'une randonnée, tu ramènes quelque chose avec toi. Demande à n'importe quel pèlerin qui a fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Demande à n'importe quel marcheur qui est parti marcher une semaine, plusieurs mois. On ramène toujours quelque chose avec soi. Mais ce n'est pas quelque chose de physique, ce n'est pas du matos ou un souvenir physique nécessairement qu'on ramène pour s'encombrer d'une chose de plus dans nos vies déjà bien encombrées. Ce qu'on ramène, c'est plutôt une façon de penser, un état d'esprit et voire clairement une philosophie de vie. C'est-à-dire que maintenant que j'ai vécu tout ce temps en extérieur en pratiquant la randonnée, même si je ne fais pas la douche de bivouac à 30 centilitres, et j'aime bien pouvoir me rincer abondamment, etc., je prends que des douches froides par exemple. Alors, j'habite au pied de la montagne, l'hiver, l'eau dans les canalisations, faut s'accrocher, je dois prendre des douches froides peut-être 8 mois par an. Quand il fait froid chez moi, j'augmente pas le chauffage, je mets un deuxième pull. Tu vois, c'est toutes ces petites choses que l'on ramène de la randonnée. Et sur toutes les conneries qu'on fait au quotidien. Typiquement, quand tu pars en rando, tu es privé de tous les petits conforts, toutes tes petites addictions, que ce soit clope, alcool, réseaux sociaux, etc., etc. Eh bien, quand on part en rando, on en est privé. Et finalement, en vivant sans pendant plusieurs jours, plusieurs mois, on se rend compte que finalement, on n'en a pas tant besoin. À méditer.